Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer 26 minutes avec une femme libre, une guerrière pacifique. Drôle d'oxymore et pourtant, c'est ce qu'elle est. Son arme de prédilection, l'écriture. L'écriture pour se raconter, nous raconter, s'émanciper, s'indigner. Sa plume, c'est être douce comme une caresse, mais aussi acerbe, acérée, comme une lame, audacieuse, provocatrice. Ses sources d'inspiration, notre société, vous et moi, et les autres, les invisibles, ceux qu'on ne voit pas, qu'on refuse de voir, ou qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se montrer tels qu'ils sont. Certains parlent d'écriture de transgression, il s'agit peut-être tout simplement d'une écriture vraie, qui a en horreur l'hypocrisie, qui nargue la schizophrénie et les conventions sociales, forcément des sottises, puisqu'elles conviennent à la masse. Des prisons sans barreaux, où la majorité s'enferme de son plein gré, se perd dans leur labyrinthe et ne retrouve jamais la clé. Mais cela se passe parfois autrement dans les romans de notre invité, parce qu'elle leur déroule son fil d'Ariane. Safia, Adam, Jamal et les autres en savent quelque chose, même si tous ne s'en sortent pas indemnes. Dans une de ses chroniques, notre invité se décrit ainsi. Occidentale, orientale, marocaine, différente, femme libre, auteure subversive, je suis tout ce dont vous m'accuserez et je l'assume avec bonheur. Elle est aussi féministe, non, ce serait trop réducteur, elle est plutôt humaniste. Son cri de guerre ou plutôt d'amour, la liberté. C'est une militante discrète pour la liberté de conscience, la liberté individuelle et les libertés publiques. Ses batailles sont contre toutes les discriminations, les stigmatisations et les chasses aux sorcières. Elle milite aussi pour continuer à raconter des histoires, toutes les histoires. C'est une écrivaine qui a gardé ses réflexes de journaliste, une femme qui ne vous juge pas. Elle adore par contre plonger son regard dans vos yeux pour scruter votre cœur. Et gare à vous, car il y a des risques ou des chances que vous soyez un des personnages de son prochain roman. Elle est née avec un stylo dans la main. Enfant, elle dévorait les livres. Enfant déjà, comme elle le dit, elle créait des personnages, écrivait dans sa tête. La littérature a toujours été sa compagne de vie. Elle a été tour à tour et souvent en même temps journaliste, directrice de production, scénariste, écrivaine toujours. En 2014, elle reçoit le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone pour son roman « Parlez-moi d'amour ». Des romans, elle en a commis quelques-uns et d'autres sont en route. Citant son premier roman, Femme tout simplement, paru en 1995, Une vie à trois en 2000, Slim, les femmes, la mort en 2005, La chaise du concierge en 2017 et Souviens-toi qui tu es en 2019. Elle a aussi dirigé en 2020 la collection Keina, publiée aux éditions à la Croisée des Chemins, une collection qui ouvre les portes aux écrits des femmes du Maghreb. Notre invité aujourd'hui est Baha Atrabelsi, écrivain, journaliste et scénariste. Baha Atrabelsi, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Soumia, avec plaisir. Alors, vous avez eu de la chance d'être entouré de livres. Votre père lisait beaucoup, c'était un résistant, un homme de gauche. Votre mère aussi. On va voir leurs photos de mariage. Ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Mais que vous ont-ils légué? Principalement, c'est une magnifique photo d'une grande modernité. Ils sont très beaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont légué, principalement? J'ai eu beaucoup de chance et le privilège d'avoir des parents qui étaient à la fois intelligents, modernes et très cultivés. Alors, mon père a fait le lycée Gouraud, puis il a fait ses études supérieures à Toulouse. C'était un scientifique, il a fait physique-chimie. Et maman était une littéraire. Elle aimait la poésie, les beaux textes, en arabe. Donc j'ai eu cette chance. Et cette chance-là, ça voulait dire aussi qu'ils nous poussaient. C'était dans leur échelle de priorité, au numéro 1, il fallait que leurs enfants soient bien scolarisés, éduqués, cultivés. Et donc ils nous achetaient beaucoup de livres et on lisait beaucoup. Ils nous emmenaient au cinéma, au théâtre. Ils nous emmenaient en voyage et mon père me disait « Tu sais, je ne te laisserai ni de biens, ni d'argent, mais je te laisserai plein de choses dans ta tête. Et c'est avec ça que tu pourras évoluer et vivre heureuse. » Vous avez eu, Baha Atrabelsi, une enfance heureuse. On va voir quelques-unes de vos photos. Petite fille, enfant, oui. Oui. Ici. Il y a une autre où vous êtes encore plus jeune. Oui. Donc votre enfance était une enfance heureuse. C'est votre maman aussi qui vous a appris l'arabe. Oui. Parce que vous avez été à la mission française, oui. mais vous écrivez et vous parlez l'arabe
classique Oui. couramment et vous écrivez en arabe. Alors, Je viens d'écrire une chanson en arabe. ah, d'accord. Oui. Alors, vous êtes un peu une douce rebelle. L'étiez-vous déjà adolescente ou étiez-vous plutôt fougueuse à l'époque, comme on l'est souvent à cet âge? Oui. Et puis j'avais cette insolence de la jeunesse, cette fougue, la rébellion, bien sûr. Puis j'étais en conflit tout le temps, avec tout le monde, avec mes parents. Et je crois que je les en remercie, parce que c'est de cette fougue, de ces débats et de ces conflits qu'on se construit. Et ils m'ont donné cette liberté, tous les deux. Et ils étaient tous les deux extrêmement festifs. Le meilleur ami de mon père était Germain Riesch, qui était un historien juif communiste. Et on allait chez eux pour Shabbat, ils venaient chez nous pour l'Eid el-Kbir. On fêtait toutes les fêtes. On fêtait Noël, on fêtait l'Eid el-Kbir, on fêtait toutes les fêtes possibles et imaginables. Et pour moi, donc mon enfance, ça c'est mon Maroc. C'est le Maroc du vivre ensemble, c'est le Maroc de la fraternité et aussi de la joie de vivre et de la diversité. Avant de poursuivre notre entretien, à Trabelsi, la tradition dans cette émission veut que l'invité ramène avec lui un objet qui compte pour lui, qui a une valeur symbolique. L'objet que vous avez ramené est un objet très original. On va le découvrir. Tout de suite? Oui, on le découvre tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ramené? C'est quoi cet objet? C'est une météorite. C'est une météorite parce que je suis passionnée, et nous sommes passionnés, mon mari et moi, d'astronomie. Nous avons un télescope, d'ailleurs, que je vous ai montré. On va voir sa photo. Nous avons voilà. Un vrai télescope. Un vrai télescope. Et une tortue. Oui, bien sûr, et une tortue. Et donc, nous regardons les étoiles, nous aimons regarder les étoiles, et puis nous aimons aussi la science-fiction, nous aimons tout ce qui est astronomie, de toutes les façons. Et donc, cet objet-là, c'est un objet qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle que nous ne sommes qu'une poussière d'étoiles, que notre Terre est un tout petit grain dans l'univers. Et ça nous apprend. Notre terre. Oui, la voilà. Et donc ça nous apprend l'humilité aussi. Donc pour nous, elle est porteuse de beaucoup de symboles. Et ce magnifique texte de Carl Sagan, oui. Qui parle justement de ça. Je ne sais pas si vous voulez que... Oui, vous pouvez nous lire un extrait. Je peux vous lire un petit extrait du texte. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Très beau texte. Oui. Donc, Carl Sagan, il a écrit Contact, qui a été adapté au cinéma avec Jodie Foster. Après vos études secondaires, vous partez en France pour poursuivre des études supérieures. D'économie, d'abord à Grenoble, puis à l'université Aix-en-Provence. Je vous voyais beaucoup plus faire des études de littérature, des études de journalisme, de la sociologie, à la limite. Pourquoi ce choix? Écoutez, moi d'abord, c'était des études de littérature et de psychologie que je voulais faire. Mais pour mon père, ça n'allait pas du tout parce que mon père était un scientifique pur et dur et que pour lui, il fallait que nous le soyons aussi. Ma mère, elle était une littéraire. Donc nous étions tout le temps en conflit sur cette question et c'était un juste milieu de choisir les études de sciences économiques, des études de sciences économiques que j'ai commencé donc à Grenoble, qui était une université réputée aussi pour sa partie économétrie et pour toute sa partie en fait des sciences économiques, mathématiques et statistiques. Et donc c'était la concession que j'ai faite à mon père. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il avait été de bons conseils. Parce que je suis une grande rêveuse et que je suis aussi... j'aime la littérature, j'aime tout ce qui élève en fait,
mais il fallait que j'aie ce côté pragmatique Oui. et cette rigueur. Et cette rigueur, je l'ai trouvée dans ces études-là. Dans ces études. En quoi votre séjour d'étudiante en France vous a-t-il le plus marqué? J'ai découvert le Maroc en France, puisque quand je suis arrivée à l'université, la première chose qui m'a attirée, c'était l'UNEM, l'Union donc, des étudiants du Maroc. Et j'ai découvert le monde politique. J'ai découvert aussi des militants. Et puis, j'ai renforcé mon arabe. Et ça a été une vraie découverte d'un Maroc autrement. Et je me suis dit, mon Dieu, ce Maroc, il a tellement de facettes. Il y a tellement de choses magnifiques qu'on peut y découvrir. Et je pense que, par la suite, ça a été une vraie quête, dans tous les sens du terme. Mais bon, j'étais une rebelle, évidemment, donc une rebelle de gauche, virulente. J'étais de toutes les manifestations, de toutes les... Et puis, j'avais une facilité aussi d'élocution qui me permettait... Et en fait, moi, je n'ai jamais eu mon père, parce que mon père m'a appris qu'être une fille ou un garçon, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est les compétences. Alors justement, alors vous rentrez au pays, vous décrochez un poste en lien avec votre formation. Puis vous faites un virage. Vous abandonnez tout pour vous consacrer au journalisme et à l'écriture. Qui a déclenché cette nouvelle orientation dans votre vie? Est-ce que vous avez tout largué? Oui. Vous êtes passé au journalisme. En fait, je suis arrivée et j'ai été chef de service tout de suite, puisque j'avais les diplômes qu'il fallait pour ça. Et donc, j'ai travaillé à l'Office national des aéroports, où j'avais une responsabilité. Et c'est à l'Office national des aéroports que j'ai rencontré M. Bouhmoud, qui était le ministre des Transports de l'époque, et qui m'a prise dans son cabinet. Donc j'étais dans le cabinet du ministre. En fait, je débutais haut, réellement. Puis, en fait, ça aussi, je l'ai hérité de mes parents. Je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment être dans la fonction publique, dans la sécurité? Certes, mais sans aucune aventure, sans aucune perspective. Est-ce que tu n'as pas envie d'autre chose? Et je me suis répondu que j'avais envie d'aller à la rencontre de mon pays autrement que par le fonctionnariat. Oui. J'avais envie de rencontrer mon pays dans sa culture, dans son terroir, dans sa diversité. Et en fait, je me suis jetée complètement là-dedans. Et j'ai commencé petit, par des piges, quoi. J'ai commencé par des piges, j'ai commencé... La presse écrite. Et la presse écrite, écrire un roman, me promener, voir le monde, rencontrer les artistes, rencontrer tout le milieu de la culture du Maroc. Et là, franchement, j'ai découvert des merveilles de créativité, j'ai découvert des gens extraordinaires, j'ai découvert un autre Maroc que je ne connaissais pas non plus. Oui. Engagé, vous l'êtes resté, et peut-être plus quand vous êtes rentré au Maroc, parce qu'en parallèle avec le journalisme et l'écriture, vous vous engagez dans plusieurs causes, très tôt, dont celle de la lutte contre le sida. Pour vous, l'engagement social et sociétal est-il une responsabilité des gens des lettres et de la culture? Doivent-ils, est-ce que c'est aussi leur mission de s'engager socialement? Je pense que c'est notre mission à tous, c'est notre responsabilité à tous. Et si en plus on a une voix, où on est un personnage public, où on peut dire les choses, c'est encore plus de notre responsabilité. Alors évidemment, la société civile, j'en ai fait partie, je n'ai pas fait que le sida, j'ai fait les femmes, le développement durable, j'ai fait énormément d'associations, parce que je crois que j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'est la citoyenneté, à ce qu'est le patriotisme et l'implication. Et je pense qu'on peut s'impliquer de mille et une manières, et qu'on peut travailler pour son pays, parce que oui, on travaille pour son pays, on a aussi des devoirs vis-à-vis de son pays, et qu'on peut le faire par plusieurs circuits. Alors une date très importante dans votre vie, 1995, c'est l'année où paraît votre premier roman, Une femme tout simplement. Pourquoi, à quel moment vous vous êtes dit, oui, je peux publier? Je serai reconnaissante, toujours, à Abdeltif Lebi, qui a été le premier à lire Une femme tout simplement, et qui m'a encouragée à publier. Mais bon, moi, dans ma tête, de toute façon, l'écriture fait partie de moi. C'est un mode d'expression, c'est aussi un mode
d'état d'âme, et puis aussi d'évolution. Donc, et puis c'est Abdeltif Lebi, avec sa femme Jocelyne, qui ont lu le manuscrit, qui m'ont dit écoute, il faut que tu le publies. Nous allons découvrir la première photo que vous avez choisie. Magnifique souvenir. Alors de gauche à droite, vous avez Nawal Slaoui, moi, et puis Mohamed Choukri, Siham Asif, comédienne, et Karim Douichi. Cette photo a été prise juste quelques mois avant sa mort. Et nous sommes allés le voir à Tanger, nous l'avons interviewé. C'est un homme remarquable, humain et surprenant. Il nous a emmenés chez lui, il vivait dans un tout petit appartement avec une minuscule terrasse espagnole. Et ce qui nous a surpris, c'est que cet appartement était couvert de poupées, mais de poupées mutilées, de poupées qui n'avaient pas des yeux, qui n'avaient pas de bras, qui n'avaient pas... Qu'il collectionnait. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi des poupées mutilées? Il m'a dit, mais tu sais, la beauté est dans les failles. Bon, on va découvrir la deuxième photo que vous avez choisie. C'est le prix Ivoire. Le prix Ivoire que vous avez eu en 2014 pour votre livre Parlez-moi d'amour. La fierté que j'avais n'était pas que je l'avais eu moi, mais c'était qu'il y avait écrit Maroc. Parce qu'il y avait plusieurs pays africains en compétition et le Maroc l'a emporté. Oui. Et pour moi, l'Afrique, d'ailleurs, pour moi, je vais le dire, pour moi, notre roi, Mohamed VI, a eu le génie de jouer la carte de l'Afrique. Oui. Parce que, voilà, donc j'étais dans cette espèce aussi de mouvance où je me disais, je suis fière que mon pays ait reçu ce prix. La troisième photo que vous avez choisie est celle-là. Oui, c'est le vivre ensemble. C'est une photo, le 1er décembre, donc j'étais invitée par Ahmed Rayet et l'association Marocain Pluriel qui avait créé cet événement pour allumer la 4e bougie Hanouka. Et donc il y avait un prêtre, un imam, un rabbin, tous les trois ensemble. Et tous les trois ensemble, pour un vivre ensemble et une fraternité qui, pour moi, sont les premières caractéristiques du Maroc. En 2003, vous vous lancez avec notre journaliste dans cette belle expérience. La revue s'appelle Masculin. On serait plutôt attendu à une revue qui s'appellerait Féminin. Pourquoi vous avez choisi... Parce que je vais toujours, moi, dans la direction opposée. Mais non, mais masculin, mais quelle belle aventure. J'étais une femme, je dirigeais un magazine pour les hommes. Quelques couvertures, oui. Voilà, quelques couvertures, oui. Pour les hommes. Et puis, et puis on était dans cette ère-là où on était libre, vraiment, de faire ce qu'on voulait. Et on s'est beaucoup amusé. Parce qu'on a mis des hommes politiques sur le divan. On les a fait parler de leur vie privée. Parce que nous sommes allés dans des coins et des recoins incroyables. Et en fait, le masculin, c'est plus un symbole. Je veux dire, si c'était appelé homme, ça aurait été différent. Mais vous savez, le masculin et le féminin, nous les portons tous en nous, qu'on soit homme ou femme. C'est important. Oui. Alors, après une femme, tout simplement, vous ne vous êtes plus arrêté. Et il y a eu, nous allons voir leur couverture d'autres romans, Une vie à trois, Slim, les femmes, la mort, La chaise du concierge, Parlez-moi d'amour, qui a été récompensé, on l'a dit, par le prix Ivoire, et Souviens-toi qui tu es. Pourquoi vous écrivez, Trablsi? Jules Renard disait, écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. C'est drôle. Alors que pour Michel Butor, on écrit pour changer son existence et on ne peut changer son existence qu'en essayant de changer celle des autres. Reste à savoir si le roman est un bon instrument pour y parvenir. Elle se demande, fin de citation, quelle est votre raison d'écrire à vous? Mais écrire, c'est exister. Écrire, c'est manifester quelque chose. Oui. Écrire, c'est mettre en lumière, donner de la visibilité. Et c'est tout ça à la fois. Alors le roman, puisque c'est du roman qu'il s'agit, je pense que le roman, c'est l'exercice où il y a le plus d'introspection, où il y a le plus d'exaltation de valeurs humaines, où il y a le plus de rencontres aussi avec les autres, et en nous-mêmes. Oui. Vous savez, quand j'ai écrit La chaise du concierge, j'ai eu l'impression d'être un tueur en série. Parlez-nous de La chaise du concierge, parce qu'il y a un beau projet en route.
La chaise du concierge, oui, oui, d'ailleurs, il a eu 2 prix aussi. Et puis, il est en cours d'adaptation. C'est un thriller. Oui, c'est un thriller. En fait, c'est un tueur en série islamiste qui signe ses crimes avec des versets de Coran. Et en fait, ce livre était là pour dénoncer l'absurde, pour dénoncer l'obscurantisme, pour dénoncer aussi toutes les extravagances et les interprétations qui peuvent être faites de l'islam et qui peuvent amener au terrorisme ou aux missions de Dieu. C'est un missionnaire de Dieu. Et récemment, en 2020, vous dirigez toujours d'ailleurs la collection Keina aux éditions La Croisée des Chemins, une collection qui ouvre les portes pour, dites-vous, les écrits des femmes du Maghreb. Ont déjà été publiés 4 livres à La Croisée des Chemins. Les filles qui sortent de Mariam Cheikh, là, il y a Nos mères de Fedwa Misk. Il y a aussi Une femme au pays des Fouqaha de Nezhag Sous. Oui. Et il y a le sexe-niais d'Ozir Glacier. Oui, qui vit au Canada. Qui vit au Canada. Et il y a d'autres. Il y en a un en parution. En parution. Parlez-nous du futur de cette collection, qui a bien marché. D'abord le présent, parce que je suis très fière. Je suis très fière. C'est une collection où j'ai la liberté de sélectionner et choisir les livres que je veux. Et je suis très fière de les avoir choisis. Celui-là, il faut le lire, c'est vraiment bien. Le livre de Nezhag Sous est un livre sur la construction d'une femme. Et ce qu'il a de bien, ce livre, c'est qu'elle se raconte, et elle raconte aussi sa participation donc à la commission pour le changement de la Moudouana. Et on comprend comment elle a évolué, comment, de par son éducation, son milieu et tout ça, comment elle est arrivée là et comment, des fois, elle a pu se sentir grugée, des fois, elle a pu essayer de faire ce qu'elle pouvait. Et c'est ça qu'il a de bien, ce livre, c'est qu'il est profondément humain et qu'il raconte une construction. Et ce petit texte de Fedwa Misk est une perle parce qu'elle donne un éventail de mères possibles et un éventail de filiations possibles et de la manière dont nous ressentons nos mères jusqu'à la manière dont nous devenons mères nous-mêmes. Oui. Le prochain livre à paraître, le 5e, ce sera celui de Yasmina Sbehi. Yasmina Sbehi est une dame de cœur. Elle est soufie de Zawiya Tijaniya. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Lumière de femmes, où elle raconte les parcours des femmes saintes du Maroc. Noura Al-Adawiya, nous. Et le féminisme n'est pas toujours là où on l'attend. Oui. Et en fait, le féminisme est aussi dans ces femmes-là qui ont été en réalité des guerrières de la lumière. Oui. Parlez-nous de vos projets futurs. Je sais que vous en avez beaucoup. Oui. Mais ce dont vous voudriez bien nous parler. Un livre en cours de publication, qui aura pour titre « Dialogue joyeux avec un mort ». Et ce livre est un livre sur la spiritualité. En fait, j'ai choisi un personnage du XXIe siècle, très dans le contrôle, tout ça. Et puis à ce personnage va arriver quelque chose d'incroyable. Il va vivre une EMI. Une expérience de la mort imminente. Oui. Vous savez qu'ont déjà vécu des millions de personnes dans le monde, le tunnel, la lumière, tout ça. Et en fait, à partir de cette expérience, elle va aller dans une quête spirituelle. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quelle est notre mission? Dieu, les religions ou pas, la spiritualité dans tous les cas. Nous arrivons à notre dernière rubrique qui est le chef-d'œuvre. Pourquoi ce choix, Baha Trabelsi? D'abord parce que je suis une grande cinéphile et que j'adore le cinéma autant que j'aime la littérature et la musique et le théâtre et toute la culture en fait. Mais le cinéma, j'ai été aussi nourrie. Quand j'étais petite, notre père nous emmenait au cinéma 1 fois par semaine. Donc c'est quelque chose à laquelle j'ai été aussi initiée.
Et ce film, qui est un petit chef-d'œuvre de Djilali Farhati, La plage des enfants perdus. Et de son réalisation, son scénario aussi. Oui, et puis qui a eu beaucoup de nominations, qui a eu des prix. Je veux dire, pour moi, le cinéma marocain, voilà, le cinéma marocain, je tenais à ce que le chef-d'œuvre soit marocain. Parce que nous avons nos chefs-d'œuvre, nos talents, nous avons beaucoup de choses. Il faudrait juste que nous les sauvegardions. Ce film-là est un film chef-d'œuvre, réellement, touchant, talentueux. C'est l'équivalent d'un cinéma Paradisio, c'est l'équivalent de films internationaux. Et je tenais à lui rendre hommage, à Djilali Farhati, pour ce film. Hommage rendu, il le mérite amplement. Donc votre message aux Marocains, vivez, lisez, allez au cinéma, écoutez de la musique, cultivez-vous. Merci beaucoup, Baha Atrablsi, pour ce beau moment passé avec vous et cette plongée dans votre monde, votre vie, dans vos engagements et vos nombreuses passions. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. Très belle soirée.